j'étais très jeune, je manquais d'expérience et j'étais arrivé au stade sans être allé aux toilettes. Aïe, 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 aïe. Donc j'ai eu une envie pressante dès la 20e minute. Déjà, t'as le stress qui te met dedans dans ce genre de situation, même quand t'es passé aux toilettes. Mathieu, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je dois t'avouer que j'ai quand même prévu une intro assez longue parce que oui, les messages, les commentaires ont été dithyrambiques sur toi quand on a annoncé que tu étais notre invité ce soir, que ça soit en réponse aux stories, que ça soit en réponse sous nos posts et tout. Et je dois aussi avouer que nous, tu vois, dans le chat, on a ce qu'on appelle des modérateurs, dont un modérateur qui répond au doux pseudo de Ours de Métal, si jamais tu le vois. Et il fait partie de ces gens qui t'admirent et il t'admire pourquoi? Parce que grâce à toi, c'est un féru de rugby. Donc, on voulait quand même le mettre en avant aussi. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres dans le chat qui apprécient ce sport tout particulièrement et le sport français en règle générale grâce à toi. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Avec grand plaisir, je salue Ours de Métal et tous les gens qui sont là. Ils nous Et, disent, ça y est, je vais chialer, Ours de Métal d'ailleurs. il a un petit mental, Ours de Métal. En tout cas, tu vois, genre, le meilleur commentateur, oui, vive Mathieu, l'homme qui m'a fait aimer le rugby. Il n'y a que ça, Mathieu, il n'y a que ça. Mathieu, t'es le meilleur, tu nous fais vite ta passion du rugby, t'es le meilleur. Ça fait quoi quand même? T'en as pas marre hein, qu'on te fasse des compliments comme ça? Non, je plaisante. Mais tu sais, c'est... Comment tu réagis, toi, face à ces compliments? Tu es parfois un peu gêné, tu t'en sers comme une force? Non, je les prends et je m'en sers comme une force. Après, je me dis, tu vois, je réfléchissais tout à l'heure, on est dans la première semaine avant le tournoi et on est tous très excités. Chaque année, ça nous fait ça. C'est un peu notre Noël, Oui. notre deuxième Noël à tous. Et je me disais, moi, ça va être mon 23e tournoi. J'ai commencé en 2003, j'étais tout jeune. Et en fait, je ressens toujours tu vois, la même envie, la même excitation. Et surtout, j'ai toujours conscience de l'immense privilège que c'est de vivre ça. Et donc, le fait que les gens apprécient le travail qu'on peut fournir sur nos antennes et qu'ils m'identifient aujourd'hui comme un élément du décor, quoi, de celui qui, avec toute l'équipe rugby, fait vivre les matchs sur France Télévisions, ça me fait chaud au cœur. Donc, je prends ces messages, évidemment, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je les en remercie. Et ça me donne de la force, de l'énergie pour entamer ce 23e tournoi, tu vois. 23e tournoi, c'est énorme. T'en as un qui dit t'es toujours jeune. On Parce qu'il essaie, y a hein. toujours un risque. Tu sais, quand tu commences à te lancer sur des trucs, oui, 23e tournoi, tu vois, tu te dis, attends, 23e, alors il a commencé à quel âge? Tu vois, tu donnes trop d'infos, Mathieu. Tu donnes trop d'infos. Non, mais les infos, tout le monde peut les trouver, donc je n'ai rien à cacher. Là, j'ai commencé mon premier commentaire, j'avais 23 ans. Ouais. Donc tu rajoutes 23 et tu as à peu près l'âge que j'ai aujourd'hui. Parce que moi, tu vois, j'avais 2009. Et d'ailleurs, quand j'ai fait les recherches, parce que forcément, je vais te demander quel souvenir tu gardes de ce binôme que tu avais formé avec notre sélectionneur Fabien Galtier. Mais j'avais pas du tout capté que vous étiez restés si longtemps ensemble. J'ai Ouais. vu 2009-2019, c'est énorme. 10 ans, 2009, moi je fais l'équipe de France depuis le tournoi 2009. Mm. J'avais commencé en 2003 sur les autres rencontres. Et c'est vrai on a fait 10 ans avec Fabien. Et en plus, on faisait, comme je fais aujourd'hui avec Dimitri, on faisait le tournoi, évidemment. Donc, le tournoi, pour nous, c'est 9 matchs, hein, puisqu'on commande 2 matchs par week-end, sauf la dernière journée. Et puis, toute la saison de Champions Cup, la finale du top 14. Donc, en 10 ans, je sais pas, on a dû commenter près de 400 matchs ensemble avec Fabien. Et puis, c'est des moments aussi privilégiés. Au-delà de ce qu'on vit dans les stades, on part à l'aventure, quoi. Quand on part tout un week-end sur le tournoi, on partage plein de moments en dehors et ça tisse des liens. Donc, si vous voulez des dossiers sur Fabien Galtier, je suis là. Mais justement, tu nous tisses très bien cette séquence. Et tu vois, genre, on va faire en sorte que tu nous en donnes d'ici 20 minutes, comme ça les gens restent, tu vois. Ouais, ça marche. L'occasion pour moi de t'expliquer en fait comment on a découpé en fait cette interview en 3 parties. On va forcément parler avec toi du tournoi parce que tu nous le disais, en fait, ça fait de nombreuses années que tu es aux commentaires de ce tournoi Destination et donc forcément, on va parler avec toi voilà, de ton expertise sur cette édition 2025 qui se dessine, sur la nation à surveiller de près par exemple, celle qui peut créer la surprise et puis
puis on ira un peu plus dans le détail sur notre deuxième partie, sur le point sur les équipes, en fait, que tu puisses nous donner le mot pour toi qui décrit l'équipe qu'on va dire, l'avantage, désavantage, le facteur X peut-être, le joueur qui peut faire mal à l'équipe de France. Est-ce que le calendrier est en faveur ou pas de l'équipe dont on parlera, parce que c'est aussi un point important finalement. Et puis, Ouais. bien évidemment, on parlera des coulisses du métier de commentateur avec toi. Voilà, savoir comment tu prépares tes matchs destination, ton binôme aussi avec Dimitri Yachvili, parce qu'on l'a eu là dans les commentaires. On a eu beaucoup de personnes qui saluent aussi le Yash. Finalement, il y a eu Ouais, beaucoup de bisous au Yash. Et puis, on finira par un petit challenge. Finis la phrase où j'aurai des débuts de phrase et tu devras les terminer. Ça te va? parfait. Allez, on part sur notre tournoi. Sur une échelle de 1 à 10, combien tu es impatient du début de ce tournoi, justement? Destination 2025. Parce que tu le disais, c'est un peu notre Noël. À 15. À 15. Non, mais je suis hyper impatient pour plein de raisons parce que, bon, tout le monde le sait sur ce chat, on a été un peu frustré de ne pas être avec l'équipe de France sur la tournée de novembre avec des super matchs, notamment celui contre les Blacks. Et donc pour nous, ça fait long, 1 an sans commenter l'équipe de France. Donc il y a déjà cette première excitation-là. Et puis c'est une édition qui est pour moi très ouverte parce que, alors on va en reparler, c'est une édition avec 3 déplacements, les années impaires, c'est toujours difficile pour l'équipe de France, mais j'ai la sensation que dans le même temps, l'Irlande est peut-être un peu moins forte que les 2 saisons dernières. L'Angleterre, bon, si on regarde un peu de manière pragmatique les résultats de Champions Cup, les clubs anglais sont quand même en difficulté et les internationaux me semblent un peu fatigués, les internationaux anglais, parce que c'est les 2 destinations les plus dangereuses du tournoi sur ces années impaires. Pour le reste, on a la chance de commencer face au Pays de Galles. Alors, encore une fois, hein, moi j'ai beaucoup de respect pour les Gallois, mais le rugby gallois, on le sait, va très mal. Financièrement, ça va pas. Ils sont sur une série désastreuse sportivement, la pire de leur histoire. Ils ont rappelé quelques cadres, mais je doute que ça suffise à combler l'écart qu'il y a avec l'équipe de France. Et on a la chance de recevoir l'équipe qui peut-être sur le papier est, en tout cas offensivement la plus dangereuse, l'Écosse. Donc on a quand même de grandes chances, à mon avis, de gagner ce tournoi. Moi, je suis très optimiste. Je pense que cette génération-là a envie de se payer. On l'a entendu dans les interviews tout au long du début du rassemblement où il y a cette injonction à gagner tout le temps de la part des supporters, des observateurs du monde du rugby, mais je crois que les joueurs eux-mêmes, là, ont vraiment envie de ramener quelque chose. Ils ne sont pas passés loin, alors pas le tournoi de l'année dernière, mais sur les années d'avant. Mm. Donc voilà, moi je suis hyper optimiste, excité, j'ai envie que ça commence, on va vivre de belles ambiances, l'équipe de France va retrouver dans le cadre du tournoi le Stade de France aussi, parce que l'année dernière on était à Marseille. Donc voilà, il y a plein de choses qui me donnent envie d'être déjà vendredi soir. Est-ce que tu sais un petit peu comment tu vas te sentir déjà quand tu visseras ton casque sur la tête et que tu seras à 3, 2, 1 du direct? Ouais, bah oui, je serais branché sur 200 000 volts parce que en fait, on est porté par ce qu'on ressent dans le stade et les émotions qui nous traversent nous aussi en tant que commentateurs, même s'il faut être rigoureux, professionnel. Et ça bosse On sur sait, l'avant-match, hein. Pour faire monter la pression, ça bosse sur l'avant-match quand même avec les animations. tu donnes de la voix, je le sais. Non, puis en Sans plus toute de ça, objectivité. faut quand même saluer votre travail, mais aussi celui mis en place par la Fédé. On l'a vu au mois de novembre, les avant-matchs aujourd'hui au Stade de France, ça ressemble plus du tout à ce qui se faisait il y a 4-5 ans et ça contribue à faire monter un petit peu la température, la pression. Ça donne, tu vois, un côté assez majestueux au décorum des rencontres du tournoi. Et ça, pour nous, télédiffuseurs et commentateurs, c'est hyper important. Oui, bien sûr. Donc, comme tu le dis, quand il y a le décompte, bah, on est dans cette atmosphère-là. Et puis voilà, on sait que c'est le coup d'envoi d'une aventure qu'on vit tous différemment aujourd'hui. Toi, tu es aussi dans le stade aux premières loges. Moi, j'ai cette chance d'être aux commentaires. Mais le tournoi, ça renvoie en permanence aussi à d'autres souvenirs. Euh, Absolument. c'est la Absolument. Madeleine de Proust, quoi. C'est des choses qui nous rappellent notre enfance. Moi, je me mets à la place des gens qui sont là dans le chat à nous écrire.
moi, quand j'étais gamin, j'attendais cette période-là aussi avec beaucoup d'impatience. Et en fait, c'est le secret, c'est de garder cette appétence-là, la même qu'on avait quand on était petit, quoi. C'est vrai que c'est souvent un souvenir qui revient. Tu vois, l'un des premiers souvenirs qui revient, c'est ce fameux tournoi destination que tu regardes en famille, le match du dimanche après-midi. Tu vois, c'est même pour les C'est gens ça. qui ne regardent pas forcément le rugby de manière précise, tout le monde va te dire ouais, mais bon, je regardais le Six Nations quand même. C'était le truc en famille, tu vois, le rendez-vous. Et c'est vrai que vous contribuez à ça aussi. Et tu parlais de l'expérience fan et du travail colossal qui est fait par la Fédé et l'agence qui les accompagne. Mais cette montée en puissance est incroyable. Et puis de voir ce stade plein et de voir aussi les supporters qui donnent de la voix et qui sont présents, ça fait forcément un bien de fou. Et, Oui, et normalement, ça devrait être le même programme pour l'avant-match des deux matchs qu'on aura donc à domicile pendant ce tournoi. Ça va être incroyable. attention. En tout cas, on a plein de personnes dans le chat qui vont être là aussi pour ces matchs face au Pays de Galles et à l'Écosse. La nation a surveillé de près selon toi parce que après, tu sais, tu évoquais tout à l'heure le Pays de Galles en disant que bien sûr qu'on respecte l'équipe et on ne dit pas oh, bah, tant mieux, on commence par eux. Mais c'est juste si on se base en effet sur l'actualité du Pays de Galles, sur l'année compliquée en 2024. Mais selon toi, la nation a surveillé de près. Dans le chat, par exemple, il y en a qui ont peur de l'Italie. Ouais, l'Italie, bah, on sait par expérience que aller jouer l'Italie à Rome, c'est toujours un match piège. On se souvient d'ailleurs, il y a 2 ans là-bas, on avait gagné dans les ultimes minutes et ça avait été un match très compliqué où on avait été indiscipliné. On a souvent tendance, nous Français, à dérailler un peu au moment de jouer les Italiens. L'année dernière, ils étaient venus faire un nul à Marseille. C'est une équipe qui À progresse, Lille, qui je est crois. coachée. À Lille, ouais. Lille, c'était quoi, 13 Oui, à partout Ah Lille, ouais. oui, c'était à Lille, ouais, tout à fait. Qui est coaché par quelqu'un qui nous connaît extrêmement bien, aussi. Gonzalo Quesada. Aussi. Donc des joueurs aussi qui évoluent dans le championnat. Donc il y a pas mal de paramètres qui font on n'est pas à l'abri d'une déconvenue ou d'un match un peu moyen dans la production, j'entends, de l'équipe de France. Malgré tout, sur le potentiel des deux équipes, voilà, on est quand même assez au-dessus de cette équipe d'Italie. L'équipe la plus dangereuse, ça reste l'Irlande. Parce que bah, voilà, ils ont gagné 2 fois d'affilée le tournoi. Ils n'étaient pas loin de faire le double, hein, le Ouais. double grand chelem, ce qui Mm. n'avait jamais été fait jusqu'à présent dans l'histoire. Mm. On va aller jouer à Dublin. Mm. Je crois que dans l'histoire du Six Nations récente, la dernière équipe à avoir battu l'Irlande dans le cadre du tournoi à Dublin, c'est la France. C'était en 2021. Donc, tu vois, Mm. Tu penses donc que, là, ce sera le match. Ouais, je pense que ce sera le match qui décidera ouais, tu penses que ce sera du une finale, vainqueur. du coup? Une sorte de finale avant l'heure. Ouais, mais pas tant que ça avant l'heure, puisque c'est le 4e match du tournoi cette année. C'est ce que La j'allais différence, dire, oui, c'est le 4e match. Ouais. Oui, voilà, il l'année restera une dernière, journée, c'est ça que je veux Il dire. il restera nous avait l'Écosse. plombé d'entrée à Marseille et ça nous avait fait extrêmement mal. Et je crois que les joueurs ont bien ça en tête. Mm. Euh, Antoine Dupont n'était pas là, donc il y Mm. aura plein de motifs de motivation. Donc moi je dirais l'Irlande. Quoi. Si justement on doit partir, si on fait un point sur l'équipe, puisqu'on parle de l'Irlande, à chaque fois je vais te demander les mêmes choses pour les équipes. Pour l'Irlande, donc un mot pour décrire cette équipe selon toi. Danger. Non, collectif, parce qu'en fait, l'énorme force de l'Irlande, c'est cette équipe qui bouge pas, en fait. Mm. Et d'ailleurs, c'est l'équipe du Leinster. C'est ce que j'allais te dire. Donc, c'est des joueurs qui voilà, se connaissent par cœur et ils donnent cette impression sur le terrain. Enfin, c'est pas qu'une impression, d'ailleurs, c'est la réalité, c'est que c'est très bien huilé, tout ce Ça qu'ils se trouve font, très facilement, oui. ils le font bien. Alors, j'aurais pu dire pénible aussi, parce qu'ils sont très pénibles dans le jeu au sol. On Et peut pas te souvent, laisser dire ça, Mathieu. voilà, ils nous agacent un petit peu, mais ils le font bien, il faut le reconnaître. Ouais. Non, mais c'est une équipe voilà, qui bouge pas depuis 7-8 ans, à l'exception de Sexton qui a arrêté après la Coupe du Monde. Mm. Voilà, Avec un Prendergast qui arrive comme la suite, selon les spécialistes. ouais, Prendergast qui fait quelques bons matchs cette saison avec le Leinster. Il commence un peu à s'imposer à ce poste-là. Et puis voilà, c'est une équipe qui a en fait un vécu commun qui est tellement fort. Alors la seule petite interrogation concernant les Irlandais, c'est que cette année, Farrell, le sélectionneur, ne sera pas là puisqu'il s'occupe de la tournée des Lions. C'est Absolument. Simon Easterby qui va faire l'intérim.
Et je sais pas trop ce que ça peut donner. On sait que Farrell, il a quand même beaucoup d'emprise sur ce groupe depuis qu'il a pris la sélection irlandaise. Hmm. Et, donc on va voir. Ça va être un petit challenge pour Easterby, ses adjoints. Donc c'est Tu pour ça dirais que que c'est ça un serait leur désavantage peut-être? Parce que les avantages, on les connaît et puis on l'a dit, hein, justement, cette unité qu'ils ont, cette union qu'ils ont entre eux, ce calme aussi, tu vois. Il y a vraiment cette force tranquille qui se dégage des Irlandais. Et finalement, en désavantage, tu dirais peut-être le fait que Andy Farrell, qui est un autre coach intérimaire finalement, pendant qu'il non, c'est s'occupe pas de la que tournée. ouais, c'est pas pour moi un désavantage, c'est un point d'interrogation en fait. C'est Ok. de savoir comment cette équipe elle va se comporter sans son chef de meute. Hmm. Euh, et puis, l'autre petit bémol que je mettrais, c'est que c'est une équipe qui a ce vécu collectif qui est très fort, mais dès qu'ils perdent un ou deux joueurs majeurs, Hmm. ça peut être très problématique pour eux, peut-être davantage pour eux que pour nous. Tu vois, par Ok. exemple, si là, on joue sans Penaud et Flamand, mais quand on voit le réservoir qu'on a, les joueurs qu'on a en boutique, il y a pas d'inquiétude outre mesure, et puis on sait que c'est des blessés qui vont revenir vite. Là, j'ai vu que Hmm. Tatum Long, par exemple, était blessé pour le premier match contre les Anglais. Ça, c'est un gros coup dur pour eux. S'ils perdent, tu vois, des joueurs de cette dimension-là, si jamais ils étaient amenés à perdre Kylan Doris, leur capitaine en cours de tournoi, il y a deux, trois joueurs qui, à mon avis, sont assez irremplaçables aujourd'hui en équipe d'Irlande. Donc, c'est leur petit point faible. Si tu devais nous donner, là, puisqu'on évoque les joueurs, un seul joueur qui peut faire mal au 15 de France. Je dirais Marcus Smith, Hmm. parce que je sens vraiment les Anglais dans le dur, mais lui, ça reste un facteur X, ça reste un joueur imprévisible. C'est un peu le Antoine Dupont des Anglais, quoi, qui est capable sur deux, trois exploits personnels, quelques fulgurances, son talent, faire basculer un match, alors que dans la créativité, l'équipe d'Angleterre est assez pauvre. Elle Hmm. produit pas un rugby très enthousiasmant, mais lui, il a ce truc en plus, quoi. Et donc je dirais Marcus Smith parce que il fait partie de cette catégorie de joueurs, pardon, qui est capable, voilà, de faire basculer des matchs. Avant de basculer, puisque tu évoques Marcus Smith, avant de basculer sur l'équipe d'Angleterre, dernière question sur l'Irlande, le classement à l'issue du tournoi des destinations pour toi de l'Irlande. Deuxième derrière la France. C'était ce que je J'aime voulais bien cette entendre. réponse. Allez, on passe à l'Angleterre. Un mot pour décrire l'équipe justement avec ses avantages et désavantages. Hmm, traumatisé. Hmm. Je pense que c'est une équipe traumatisée déjà par ce qu'on leur a fait vivre il y a 2 ans à Twickenham. Ça avait été une vraie Et dont on est humiliation très fiers. et dont on peut être fier parce que c'est vrai que la performance avait été majuscule. Mais je crois que c'est une équipe qui n'arrive pas à se reconstruire réellement. Alors il y a parfois des matchs où c'est un peu mieux, mais il n'y a pas de constance. Il n'y a pas beaucoup de talent, franchement. Est-ce que tu Hmm. penses que c'est une conséquence aussi de ce qui est arrivé aussi au championnat anglais, qui ont perdu 3 clubs avec le Covid, etc. Ouais, complètement. Ouais. Je pense que l'épine dorsale de cette équipe qui était composée il y a 5 6 ans des joueurs des Saracens, quand les Saracens ont eu leurs soucis pour ne pas avoir respecté le salary cap, qui sont descendus en deuxième division, ça a été un moment qui a marqué un peu le rugby anglais. Après, il y a les Wasps qui ont Mm. disparu. Les Wasps, c'était une institution pour que les gens Hmm. comprennent. L'équivalent du Stade Toulousain en Angleterre. Donc, quand tu as un club comme ça qui disparaît, quand tu as des joueurs qui commencent à partir, et on le voit tous les week-ends sur nos pelouses, Ludlam avec Toulon est énorme, Jack Willis, Mm. Ribans à Toulon, enfin des joueurs qui aujourd'hui seraient, à mon avis, hein, auraient tout à fait leur place de titulaire dans cette équipe d'Angleterre, mais ils ont décidé de s'en priver. Donc voilà, je trouve que ce rugby anglais est un peu malade, un peu traumatisé, a du mal à se relever et a pas, encore une fois, pas beaucoup de grands talents, à l'exception de Marcus Smith, Hmm. joueur valeureux. Ben Earl est un formidable troisième Hmm. ligne. Pour le reste, c'est une équipe besogneuse, mais qui, à mon avis, sera très limitée dans ce qu'elle pourra proposer. À quelle position tu les vois à l'issue du tournoi? J'ai eu une petite hésitation. Alors, j'ai pas tout le calendrier en tête. Je dirais troisième ou quatrième selon
ce que va faire l'Écosse. Ça se jouera, la troisième place, je pense, se jouera entre l'Angleterre et Ouais, parce l'Écosse. que au-delà des réceptions ou des matchs à l'extérieur, justement, il y a aussi ce calendrier avec ces enchaînements qui peuvent être un avantage ou plus un problème pour les équipes, quoi. Alors, le Angleterre-Écosse, ce sera la troisième journée. Ouais, et en plus, l'Angleterre n'a pas gagné contre l'Écosse depuis je sais plus, 3 ou 4 ans, je crois, dans le tournoi. Donc ouais, alors là, je sais plus. Attends, je dois avoir le Troisième calendrier. journée, Claude qui Je nous l'ai dit dit, c'est la troisième journée Angleterre-Écosse. Angleterre-Écosse. Ouais, c'est à Twickenham. C'est ça. Bon, bah, c'est le match qui décidera de la troisième place. On parle de l'Écosse, justement. Un mot pour décrire cette équipe. Bah, moi, c'est une équipe qui me plaît beaucoup parce que c'est pas l'équipe la plus puissante, c'est pas les joueurs les plus solides, on va dire, dans la densité physique. Mais c'est un rugby total que j'aime, moi. Alors, ça repose beaucoup sur l'état de forme et la lucidité de Finn Russell. Comme d'hab. Quand, On l'a Finn d'ailleurs vu en Russell- top 14. Voilà. Quand Finn Russell va, souvent l'équipe va très bien. Et, euh, et donc, c'est à la fois la force de cette équipe et Le la risque. faiblesse, quoi. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui, même si par ailleurs il y a quand même d'excellents joueurs. Alors après, ils ont quand même perdu leur capitaine Tupulotu, qui est depuis quelques années l'un des tout meilleurs centres du monde, qui apporte beaucoup, qui est un régulateur de ligne, qui est capable de puncher aussi de temps en temps. Donc il va leur manquer ce joueur-là, mais ça reste pour moi voilà un rugby plaisant à voir, et j'ai beaucoup d'affection pour cette équipe. Qu'est-ce qui peut être, alors, les avantages, on a pu en parler justement sur toute cette évolution, pour le coup, de cette équipe écossaise. Qu'est-ce qui peut être, du coup, leur défaut? Bah, la densité physique, Tu dirais la incontestablement. profondeur de banc aussi ou pas? Sur certains Ouais, postes? ouais, même si bon, c'est fou parce que je crois que les chiffres, je crois qu'ils ont 13 ou 14 000 à peine licenciés en Écosse. C'est un truc de fou, ça. Ouais, Mais tu sais, même l'Irlande, hein, quand tu regardes l'Irlande, c'est dingue un peu la proportion finalement. ouais, mais tu vois, l'Irlande, ils ont quand même 4 provinces avec des joueurs professionnels Hmm. 25 000 qui sont licenciés en Écosse. 25 000, tu vois. Donc, c'est que dalle, quoi. 25 000 licenciés pour Ouais. sortir des joueurs. Et bon, l'Irlande, c'est un petit peu plus, 4 provinces. Les Écossais, avec leurs 2 équipes, Glasgow et Édimbourg, arrivent quand même à sortir des joueurs. Alors, ils ont eu aussi une période où ils ont naturalisé beaucoup Oui. de joueurs de l'hémisphère sud, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, Et, des joueurs des îles. et 45 000 en Irlande. Ah ouais, tu vois, c'est le Le double. double, C'est le ouais, double. tu vois. Ouais. Bah, 4 provinces contre 2. C'est l'Écosse qui Et, a appelé un joueur de Soyons Angoulême, là. Un exactement, ouais. Australien, mais qui a sa maman qui est née enfin, autour de Glasgow, non? Ouais, qui joue arrière, je crois, Ouais. et Ah, qui c'est cool. effectivement va venir gonfler un peu les rangs. Bah, ça prouve aussi qu'ils vont chercher un petit peu les joueurs partout, quoi. Ouais. Donc ça illustre un peu les limites un petit peu de leur réservoir. Mais malgré tout, et c'est le petit miracle permanent avec l'Écosse, c'est qu'ils arrivent à sortir une équipe compétitive qui produit un jeu hyper plaisant. On les a souvent baptisés les All Blacks du Nord, c'est pas pour rien, c'est que c'est une équipe qui peut poser des problèmes sur un match à tout le monde, quoi. Et Hmm. après, ils sont parfois limités dans le bras de fer, dans le jeu d'avant. Ils tiennent pas toujours un haut niveau d'intensité pendant 80 minutes. Tu les mets à quelle position du classement Je final? vais les mettre, je vais les mettre allez, troisième ex aequo, mais avantage au goal average face aux Anglais. L'Italie. L'Italie, c'est hyper intéressant Tu parce l'évoquais que avec Gonzalo Quesada en plus. ouais, On l'a entreaperçu durant la tournée de novembre. ouais, il fait du super boulot, Gonzalo. Il peut surfer sur une saison exceptionnelle de Trévise, qui est qualifié pour la première fois en huitième de finale de Champions Cup, qui se comporte bien en URC, des joueurs comme Ange Capozzo en forme internationale, Menoncello qui avait été élu meilleur joueur du tournoi la saison dernière, trois garçons qui est vraiment fort. Donc il y a quand même des joueurs de talent, bon les frangins Garbici, Canonnet, ils ont Negri, voilà, ils ont des vieux soldats aussi dans l'équipe.
C'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer et qui est capable, je pense, cette année d'embêter pas mal de nations, comme ils l'ont fait l'année dernière, notamment nous. Ah oui. Donc j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que ça donne, cette équipe d'Italie dans ce tournoi. En plus, ils vont recevoir les Gallois Oui. dans un match qui, à mon avis, permettra. Je sais plus en quelle journée c'est d'ailleurs. Je crois que Je c'est sais pas si journée c'est pas la 4e, avant-dernière. Ouais, Quel match qu'il faut regarder? Italie-Pays de Galles. Italie-Galles, je crois que c'est les J4. Italie-Pays de Galles. Donc tu dirais en mots surprise, quoi. C'est la même journée Non, que Italie-Galles, France-Angleterre. c'est Le 8 non, février. c'est deuxième journée. Ouais. Deuxième C'est journée. le premier match Ah de la deuxième ouais, journée. direct, ok. Et à l'issue de ce tournoi, à quelle position tu les vois? Je les vois avant-dernier. Et donc, il n'y a aucun lien avec ta réponse et ma question. Mais pour finir, le Pays de Galles. Non, mais le Pays de Galles, c'est dur parce que. Compliqué. En mots, ça serait compliqué. En mots, ce serait au bord du gouffre. C'est fou, parce que l'année 2024 a été tragique, quoi. Surtout que tu as un rappel de Warren Gatland et finalement. Ouais, 11 défaites consécutives. C'est une équipe qui ne sait plus gagner. Alors pour le coup, là aussi, le réservoir est extrêmement faible. Mais en plus de ça, la fédération est exsangue. Il n'y a plus d'argent nulle part. Warren Gatland, le vieux sorcier, ne trouve plus la recette magique, même si là, il a essayé de convoquer, il a rappelé Faletao, un joueur à plus de 100 sélections, Josh Adams, Liam Williams. Oui. C'est 3 joueurs qui vont amener un petit peu d'expérience à ce jeune effectif gallois. Il a aussi, ça c'est quand même un nouveau capitaine. Ouais, le nouveau capitaine Morgan, qu'on connaît un peu parce que lui, on le voit un peu évoluer depuis quelques saisons. Non, mais il a changé tout son staff là. Oui, absolument. Qui avait été viré dans une histoire sordide de Paris Sportif il y a quelques saisons. Il a rappelé Adam Jones, qui est entraîneur au Harlequins, ancien pilier, qui va s'occuper de la mêlée. Donc on sent bien qu'avec des bouts de ficelle, il essaye de bricoler quelque chose pour sortir le rugby gallois du naufrage. Mais j'ai bien peur que ça suffise pas, malheureusement, parce que bon, je vois pas comment il pourrait en quelques semaines tout révolutionner. Changer la phase des choses, parce qu'en fait, le problème du rugby gallois, il est structurel et à mon avis, ils vont mettre beaucoup de temps à se relever. Ils ont eu une génération exceptionnelle, les Alun Wyn-Jones, George North. Mais même, tu sais, quand tu regardes leur palmarès, c'est quand même, je crois que c'est ex-aequo avec l'Angleterre, c'est le meilleur palmarès du tournoi Destination avec 39 titres, donc 13 grands chelems. Tu regardes leur dernier grand chelem, c'est quoi? C'est 2021 ? Leur dernière victoire, en 6 nations. Non, 2019, je crois. 2019 ? Tu vois, tu parles d'une génération aussi, en fait, c'est même plus une descente aux enfers, c'est une chute. Ouais, mais tu as raison, en fait, c'est une équipe qui, au milieu des années 2010, tu vois, 2010-2020, c'est la période faste où je crois qu'ils gagnent 4 tournois, 3 grands chelems. C'est une génération, en fait, ils ont eu une génération qu'on a nous aujourd'hui en équipe de France, qui était un peu leur génération dorée. Les Jonathan Davis, les George North, Alun Wyn-Jones, Liam Williams, Lee Halfpenny, voilà, ils ont eu une génération très très forte et qui a su gagner, bien coaché aussi par Warren Gatland. Et là, ils ont un trou générationnel. Ils vont mettre du temps à sortir un peu la tête de l'eau. Et puis ils ont encore une fois une fédération qui est en grand danger financièrement, des provinces qui jouent plus de matchs de haut niveau parce qu'on voit plus les provinces galloises dans les compétitions majeures. Tu avais eu des histoires de grève et tout ça, même en 2023. Ouais. C'est un rugby qui va pas bien, quoi. Dernière position ? Ouais. Cuillère de bois ? Potentiellement cuillère de bois, ouais. Allez, on part sur les coulisses du métier de commentateur. Comment tu te prépares justement à commenter un match Destination ? Est-ce que tu as toujours le même processus ? Ouais, toujours. Alors moi, je suis un peu à l'ancienne. Je suis la vieille école. Je prends mes stylos 4 couleurs, mes petits stabilos. T'en as plein. J'en ai plein. Et je fais mes fiches à la main parce que moi, j'ai besoin d'écrire pour que... En fait, l'histoire des coulisses et de la préparation d'un match, c'est vraiment s'imprégner de tout. C'est tout lire, tout regarder et beaucoup écrire pour que le jour du match, tu arrives et que tu te détaches complètement de tes fiches. En fait,
Des fiches, c'est simplement une béquille pendant un direct si tu as besoin à un moment d'aller chercher une info particulière sur un joueur. Mais le reste du temps, moi aujourd'hui, si je regarde 2 fois ou 3 fois mes fiches dans la totalité d'une retransmission, c'est le grand maximum. Mais ce travail de préparation te permet de t'imprégner des choses, d'enregistrer, d'emmagasiner de l'information. De te rassurer donc, moi, aussi, de te rassurer, bien comme sûr. tu dis, Bien de te sûr. mettre en confiance, tu vois. Ouais. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je ne déroge pas. Je fais toujours, c'est mon petit rituel, c'est ma petite routine à moi. J'ai besoin de le faire. Alors moi, je le fais en plus sur 2 matchs, puisqu'on commande 2 matchs par week-end, donc ça demande quand même pas mal de boulot en amont. Donc C'est là, ce que tu tu as vois, expliqué, par exemple, à vendredi. Pour ce premier week-end, comment ça se passe? Vous êtes donc au Stade de France vendredi, et ensuite, le second match que vous commentez sera où? on va en Irlande faire Irlande-Angleterre. On part samedi matin à la première heure, on prend un vol pour Dublin. Et on va faire Irlande-Angleterre. Donc là, tu vois, par exemple, l'équipe de la compo anglaise est tombée Oui, il y a quelques c'est heures. fou qu'elle soit déjà tombée. Ouais, c'est la première compo officielle du tournoi. Donc voilà, donc j'ai commencé à travailler un peu ce match-là. Il y a la Demain, fatigue aussi, mine de rien. Tu vois, tu évoques les transports. Ouais, Même si on se dit, oui, on peut bosser dans l'avion, on peut bosser... Non, mais en fait, c'est quand même une non, charge c'est mentale, tu vois. fatigue. Bah là, on va finir, tu sais ce que c'est, on va finir au Stade de France. On ne sera pas de retour avant 2 heures du matin. Nous, on redécolle le lendemain à 9 heures. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être à l'aéroport à 8 heures. Donc, on va avoir une nuit très courte. Ça veut dire que tu bois beaucoup de café. Voilà, c'est tout. Ouais, C'est tout. mais non, mais c'est important parce que le direct, ça te pompe Ah oui. beaucoup d'énergie. Il y a l'adrénaline qui te porte. Souvent, quand tu sors d'un match, tu vas rentrer chez toi, tu vas mettre 2 heures À à redescendre, évacuer tout ça. Donc, tu dors pas bien, tu dors pas Ah ouais. beaucoup. Et faut remettre ça le lendemain. Et il faut être enfin, en tout cas, essayer d'être dans la même intensité sur les matchs, quoi. Quelles que soient les équipes qui jouent, pour pas non plus montrer que. Alors, on est au Cardier, on est derrière l'équipe de France, mais tu vois, quand tu vas commenter un match comme l'Irlande-Angleterre à la Viva Stadium, tu as intérêt à être à la hauteur. Donc ouais, donc ça demande pas mal d'énergie, essayer de bien récupérer, essayer de dormir le mieux possible. Pas trop longtemps, mais bien. Mais juste ce qu'il faut. T'en as qui demandent quand même si tu prépares aussi des fiches pour les jeux de mots. Alors, Ou je est-ce vais que c'est leur... aussi le talent? Est-ce que ça serait pas un peu le talent finalement? Non, mais je vais être tout à fait transparent. À mes débuts, quand je préparais mes petites fiches, je me faisais la prononciation des noms et puis je me disais, ah tiens, il y a peut-être un truc à faire. Je me le notais. J'adore. Et puis parfois, il y a des trucs qui te tombent comme ça, des sortes de fulgurances. Et maintenant, plus du tout. Maintenant, je prépare, en tout cas sur les petits calembours, les jeux de mots, on ne prépare plus rien. Euh, tout au En talent. plus, bon, on a quand même la chance d'avoir un peu d'expérience avec Dimitri les effectifs. Il y a du turnover, mais pas tant que ça. Enfin, on retrouve quand même les mêmes personnages dans le tournoi de manière assez régulière. Donc maintenant, non, on Maintenant, c'est s'autorise. lui qui te les pique. Exactement. Il y a des différences comme C'est ça son travail, ça. Ouais. son challenge. T'en as aussi dans le chat qui pose la question forcément sur ton avis sur le futur de la diffusion du 6 Nations. Est-ce que tu as peur que France TV ne diffuse plus le 6 Nations? Parce qu'on rappelle qu'il y a potentiellement, enfin, il y a TF1 qui se positionne dessus. Ouais, bah, et c'est ce qui est normal. Hein, le tournoi Destination, c'est un événement aujourd'hui, voilà, qui fait de l'audience, qui a une très belle image. L'équipe de France y est performante. On a des joueurs, des incarnations fortes avec des joueurs qui font recette. Mm. Donc c'est normal que d'autres diffuseurs s'y intéressent. Maintenant, France Télévisions est le diffuseur historique du tournoi. On l'a toujours été. Donc ce serait pour nous un crève-cœur de voir partir ce tournoi ailleurs. Maintenant, on est dans un process actuel où il y a un appel d'offres. Les diffuseurs vont y répondre. Je sais que l'état-major de France Télévisions est motivé plus que jamais pour garder notre bijou de famille, parce que c'est un bijou de famille. C'est quelque chose qu'on chérit depuis tant d'années qu'on n'a pas envie que ça parte de la maison France Télévisions. Ben, on l'évoquait dans la Madeleine de Proust, hein. C'est souvent ce qu'on dit. C'est Exactement. le fameux match Destination sur France Télé. Ouais.
Non, Tu non, vois, c'est c'est sûr souvent que de pair, bon, tu vois, voilà, ça, c'est lié. Et on on a- rappelle juste que l'appel d'offres, là, c'est pour à partir de 2026, c'est ça? ouais, là, on a encore cette édition 2025, et puis l'appel d'offres, ce sera pour 2026. Alors, en général, c'est des contrats de 3 ou 4 ans. Donc, on va cross the fingers, comme disent les Anglais. Magnifique. Fingers crossed. Fingers crossed. Ton binôme, justement, on parlait de Dimitri Yachvili. Alors, tu nous as parlé tout à l'heure de Fabien Galtier, mais juste pour être dans l'actualité avec Dimitri Yachvili, comment tu décrirais votre binôme? Comment vous vous répartissez les rôles, tu vois? Est-ce que vous avez des petites habitudes? Puisque maintenant, ça fait depuis 2019 que vous bossez ensemble sur ces matchs. Ouais. Ouais, on a nos petites habitudes avec le Yash, mais c'est très. En fait, ça c'est. Tu noteras que j'ai que des numéros 9 dans ma team, moi, parce que C'est clair. j'ai commenté avec Fabien, avec le Yash. J'ai eu une époque Jérôme, Casalbou, Mm. beaucoup de numéros 9, et c'est pas pour rien, parce que c'est des joueurs qui sont au cœur du jeu et qui ont Oui. voilà, une vision, une réflexion sur le jeu, et ça nous apporte beaucoup, nous, aux commentaires. Après, avec le Yash, ça s'est fait naturellement, on se connaît très bien. Pour le coup, le Yash, c'est ma génération. Moi, j'ai grandi avec lui dans ce métier-là aussi. Quand j'étais journaliste, au départ, rédacteur, reporter, je tournais beaucoup sur le terrain, et donc les grandes années du BO, je les ai couvertes très largement. Donc on se connaît depuis très longtemps, donc ça a été assez fluide. Et après, bah, le Yash, il a cette force tranquille en lui. Il analyse les choses extrêmement bien. Il a encore cette vision très aiguisée du jeu. Alors, il est très différent de Fabien, parce que Fabien, c'était quelqu'un qui était déjà. Bon, déjà, quand il commentait pour France Télévisions, il était entraîneur. À Montpellier. Il est à Montpellier. On l'a pris quand il était entraîneur au Stade Français. Parce qu'il y avait une finale, justement, qu'il n'avait pas commentée avec toi, parce que Ouais, justement, il y avait Montpellier. ouais, en 2011. Mm. Et donc, il avait déjà ce regard et cette vision du technicien sur les matchs. Et il était dans un travail en amont qui lui permettait souvent, il faut lui reconnaître ça, quand il arrivait sur un match. Moi, il m'est arrivé beaucoup de fois dans l'avion d'avoir le récit du match qu'on allait voir avant de le voir. Et ça, c'était assez bluffant, parce qu'en fait, tout ce qui se passait l'heure et demie après, il me l'avait raconté dans l'avion. Parce que voilà, il était dans cette analyse-là. On voyageait, il avait un ordinateur, et il avait les séquences montées comme dans tous les clubs, les petites séquences vidéo, des analyses vidéo. Il demandait à ce qu'on lui fasse des séquençages très précis sur les forces, les faiblesses des équipes qu'on allait commenter. Il regardait ça dans l'avion, et puis au bout d'une demi-heure, il disait, bon, bah voilà ce qui va se passer aujourd'hui. Et on arrivait au stade, on commentait, et c'était exactement ce qu'il avait Est-ce qu'il dit. t'est arrivé de le regarder justement pendant le commentaire et de dire, mais mec, Bah ouais, non, ça m'est arrivé souvent, ça m'est arrivé souvent. Et c'est vrai que, les alors, datas déjà, ouais. ouais, il était déjà à fond dans les datas. Alors après, il y avait des moments où je disais, bon là, aujourd'hui, j'ai pas envie de savoir. J'ai envie de me C'est laisser. vrai. J'ai envie de me laisser. Pas de spoiler. Laisse-moi un peu de surprise, quoi. Ouais, laisse-moi un peu de T'annonces la fin suspense. de la série, tu viens de la commencer. C'est ça, il me spoilait tous les matchs. En tout cas, tu Mais parlais de numéro 9. Ouais, j'ai Emeric dans le chat qui demande du coup est-ce que tu te vois commenter avec Antoine Dupont dans 10 ans? Il annonce direct, hein. Il annonce que Mathieu Lartaud-Dupont dans 10 ans. le ministre de l'Intérieur décidera-t-il de... Je sais pas si Antoine, ça fera partie de ses envies. Mais effectivement, c'est des postes qui te permettent d'être au cœur du jeu et d'avoir voilà, un décryptage et un apport technique. Parce qu'en fait, le consultant, il est là aussi pour donner un peu les clés d'un match, au-delà d'expliquer les actions, les règles, etc. C'est aussi d'avoir une vision. Nous, on a cette chance-là, en fait, de pouvoir être dans le stade, d'avoir une vision très large du terrain, donc de pouvoir anticiper un petit peu les mouvements. Donc ça, c'est ce qu'on demande à nos consultants. Et après, ils le font à leur sauce de manière différente, tu vois. Donc je parlais de cette expertise qui était très propre à Fabien. Le Yash, il est plus il est très instinctif. Il va peut-être moins analyser les choses en amont, mais le jour du match, il a cet instinct de comprendre immédiatement ce qui va se passer, de le rembobiner dans sa tête. Parce que le travail d'un consultant, c'est parfois compliqué, parce que moi, je commente en direct l'essai, et lui, il vient en complément
derrière pour amener une analyse sur ce qui vient de se passer. Donc, il doit se rembobiner dans la tête la séquence avant même que les ralentis ne démarrent. Et donc c'est un exercice assez particulier. Alors, tous les consommateurs de rugby aujourd'hui ont l'impression que tout ça est fluide et facile, mais ça demande quand même une gymnastique intellectuelle et beaucoup de travail aussi en amont. Et voilà, le gars, c'est quelqu'un qui est brillant, qui est passionné, qui, je crois, si je devais lui trouver un petit truc en plus, Fabien, parfois, sur les commentaires, il restait dans son commentaire, il restait un peu en retrait dans l'enthousiasme qu'on peut mettre dans nos envolées de temps en temps. Fabien, il était parce qu'il avait ce regard-là vraiment du technicien pur et dur sur l'action. Le Gash, il est davantage instinctif, supporter, entre guillemets, donc il amène une dimension aussi, et là-dessus, on se conjugue plutôt bien. Oui, parce que c'est vrai que vous, finalement, toi, en tant que journaliste aussi, tu es le fil conducteur, tu vois, de ça. Et puis, le consultant arrive par petites touches. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il suive aussi et qu'il te suive, toi, sur le chemin que tu vas emprunter. En tout cas, de la vie générale, hein, dans le chat, on le voit depuis tout à l'heure. Vous formez un super binôme et on a hâte de vous retrouver pour ce tournoi à destination avec ce tout premier match France-Pays de Galles. On finit avec un petit challenge, finis la phrase, justement. Je te donne un début de phrase et instinctivement, tu me donnes la fin, ok ? Ok. Quand je pars en déplacement, dans ma valise, il y a toujours... Ma brosse à dents. Mon moment préféré dans une journée de match est... Les hymnes. Quand j'arrive au stade, je prends toujours le temps de... Boire un café. Et d'ailleurs, le stade qui m'a donné le plus de frissons était... Le Principality, Cardiff. J'en étais sûre. Quand je travaille avec Dimitri, il me surprend toujours à... Alors, par son calme. Il le porte sur lui. Hein. Ah ouais, c'est un truc de fou. Zen attitude. C'est bientôt le début du direct. Je mets mon casque et débute ma prise de parole par... Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en direct de... la phrase que je dis le plus souvent en direct d'ailleurs est... C'est un match de déglingo. En général, c'est quand on a des bons matchs. Mais il n'y a que des bons matchs dans le tournoi, donc ça revient souvent. Et en parlant de direct, le moment où j'ai eu le plus de stress, c'était quand ? C'était un match de Coupe d'Europe il y a très longtemps. Certains dans le chat, je pense, n'étaient peut-être pas nés. C'était un match au Ospreys et on a pris l'antenne et on a eu une rupture de faisceau. Donc, on n'avait pas d'image et pas d'ordre avec la régie à Paris. Donc, on était dans ce qu'on appelle dans notre jargon dans le noir total. On a commenté pendant 20 minutes comme ça où on était tout seul. On n'entendait même pas notre retour de voix. Donc, dans un stade, quand tu n'entends pas ton retour de voix dans l'oreillette ou dans le casque, c'est dur déjà. Et quand en plus, tu as personne à Paris pour te dire si il réceptionne le son, l'image et que tu n'as pas les images sur les écrans. Ça a duré combien de temps ? 20 minutes. Et je débutais. À l'époque, je commentais avec Franck Ménel. Ce jour-là, j'étais avec Franck Ménel. Et ça devait être ma 2e ou 3e saison au commentaire. Et je peux te dire que c'était assez chaud. Mais du coup, il y avait quoi à l'image à l'antenne ? Ah bah, à l'image à l'antenne, il y a le match. Mais nous, dans le stade, on commentait depuis le Pays de Galles. On n'avait pas les retours. Mais on vous entendait par contre, celui qui regardait la télévision. Celui qui regardait la télévision. Mais en fait, c'est ça qui est drôle parce que souvent, les gens dans leur canapé ne peuvent pas s'imaginer l'envers du décor. Des choses comme ça peut nous arriver à tous les matchs. Moi, ça et à n'importe quel moment du match. Et à n'importe quel moment du match. Et ça doit t'arriver, Pauline, quand tu es dans le stade et parfois, bon, alors vous, il y a les enceintes qui renvoient votre son. Mais moi, ça m'est arrivé de faire un match Galles-France à Cardiff où pendant 5 minutes, c'était avec Fabien, nos retours ne passaient plus. Donc, on était obligé d'enlever les casques et de commenter et de tendre l'oreille quand l'autre parlait pour que j'entende ce qu'ils disent. Et des trucs, des histoires comme ça, mais on en a à chaque match. C'est des petites péripéties en direct. Mais c'est vrai que ça peut nous fragiliser par moments parce que l'exercice, quand tu as un problème de son ou d'image, devient vite
périlleux. On te réinvitera pour que tu nous racontes les péripéties de ce tournoi cette année. Top 5 des péripéties. Il y en a pas mal. Il y en a une que je ne sais pas si elle est racontable, parce qu'il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que quand on va... Alors, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, parce que les stades ont été globalement rénovés. Mais moi, je me souviens d'un match à Lansdowne Road à l'époque. Et Lansdowne Road, on commentait dans des petites cabines, des trucs en bois. Et on partageait surtout ces emplacements. Donc, j'avais mes confrères italiens, parce que c'était un match Irlande-Italie. Oui, vous êtes les commentateurs tous au même endroit. C'est marrant, ça, d'ailleurs. Ouais, mais là, on était vraiment dans une cabine, tu vois. Moi, j'étais avec Jérôme Casalbou, ce jour-là, je commentais avec lui. Et puis, il y avait nos confrères italiens. Okay. Et j'étais très jeune, je manquais d'expérience et j'étais arrivé au stade sans être allé aux toilettes. Aïe, 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 aïe. Donc j'ai eu une envie pressante dès la 20e minute. Déjà, tu as le stress qui te met dedans dans ce genre de situation, même quand tu es passé aux toilettes. Mais ça, c'était... Alors, je vous raconterai la suite une autre fois. Mais ça s'est terminé... Finissez cette phrase. De manière étrange. Je vous ferai je vous demanderai de finir l'anecdote, voir... si vous avez la bonne réponse. Si j'ai besoin d'un coup de boost, je me prévois toujours en goûter un petit barre de céréales. Et la première chose que je fais dès que l'antenne est rendue, c'est un petit check OH. Et enfin, il faut aussi avouer que ce que les téléspectateurs ne voient pas, c'est que parfois on pleure. Donc, tu as toujours une boîte de mouchoirs pas loin de toi. Et il y en a quand même juste, je voulais te le dire, pour la chose que tu peux dire en direct, tu as eu pas mal de lancers comme un frelon dans le chat. C'est vrai, j'ai eu une période lancée comme un frelon. Et après, je l'ai un peu moins... Enfin, j'essaye aussi un peu parfois de changer, d'alterner, parce que ça peut aussi lasser, les gens. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période... Ouais, tu peux nous teaser pour celle que tu prépares pour 2025. Non, là, il faut que je laisse quand même quelques petites surprises. Okay, ça marche. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Mandieu, parce qu'on t'a pris un peu plus de ton temps. Je voulais juste terminer aussi cette interview pour remettre en avant ton livre « On n'ampute pas le cœur », qui est toujours disponible, qui est un superbe livre. J'ai vu encore, tu vois que tu avais partagé une story aujourd'hui avec une personne qui l'a partagé dans le train. Donc, figure-toi qu'on avait fait un live, là, il apparaît sur l'écran actuellement. On avait fait un live d'ailleurs pour Noël avec un jeune homme qui, à la fin, on lui dit vas-y, c'est ton moment, tu parles de ce que tu veux. Il avait parlé de ton livre, On n'ampute pas le cœur. Donc, merci pour d'avoir partagé justement ça avec nous dans ce livre. Merci d'avoir partagé cette expertise avec nous. C'était trop cool. On a hâte de te retrouver. C'était trop cool d'être là. Merci à vous. Si je pouvais, j'enverrais des flammes. Je crois que c'est ça qu'on fait surtout. On peut envoyer plein de choses. Des flammes, des cœurs, des expressions, des jeux de mots. Merci Pauline. Merci à Nogodi que je croise parfois. Ouais. Et que tu vas recroiser. Et que je vais recroiser, bien évidemment. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite. On te souhaite bientôt. Ciao.